Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Introduction. Histoire et théorie des relations entre la France et le Japon. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un autodafé, mais d'une plus grande conscience de la tradition dans laquelle ces hommes opéraient, en termes foucaldiens, du discours qui parle à travers eux. Herminir, Orientalism and the Study of Japan, Journal of Asian Studies, 39/3, 1980-514. 1. Japonisme et néo-japonisme. Mon but dans cette introduction est de donner un contexte historique et théorique général aux chapitres qui la suivent. Les œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques néo-japonistes que j'étudie dans ces chapitres appartiennent à plusieurs traditions à la fois. La première de ces traditions est le japonisme qui a commencé vers 1855. Celle-ci s'inscrit, mais seulement partiellement, dans la tradition orientaliste, plus ancienne et beaucoup plus vaste, et comme l'a montré Saïd dans Orientalisme, très souvent et très profondément marquée par une idéologie impérialiste. Plus récemment, d'autres traditions se sont établies en France de manière moins aisée que dans les pays anglo-saxons, comme le multiculturalisme et ses composantes politiques, affirmative action, discrimination positive et universitaire, les cultural et postcolonial studies. Il est donc important de retracer l'histoire critique de ces traditions tant pour être à même d'en apprécier leurs aspects esthétiques, que pour les resituer idéologiquement, particulièrement en fonction des nouvelles recherches des 2 ou 3 dernières décennies. Comme toute tradition, chacun de ces divers courants est polyphonique, incluant même des perspectives contradictoires qui sont résolues seulement dans les histoires officielles ou partisanes, toutes deux simplificatrices. Cependant, j'affirme que dans la France contemporaine, ces voix résistantes sont très souvent récupérées de manière subtile par celles des grands récits franco-républicains, impérialistes et ou européo-humanistes, même si ceux-ci se sont eux-mêmes nettement affaiblis depuis les années 1960, et plus encore depuis les années 1980 à 1990. Cette récupération est d'autant plus facile que l'atmosphère dans laquelle les artistes travaillent ainsi que les artistes eux-mêmes ne produisent pas l'énorme travail, autocritique nécessaire, idéologiquement et artistiquement, pour contrer des forces conservatrices et réactionnaires. Le néo-japonisme des 2 décennies récentes est évidemment différent, à cause des nouvelles conditions historiques. La montée fulgurante de la puissance japonaise, et son impact sur les plans économiques et culturels, l'européanisation des nations européennes, dans le cadre de la communauté européenne, et la mondialisation, avec leur impact sur le plan identitaire, national et autres, ainsi que le renforcement de la puissance américaine, surtout après la chute du communisme en 1989, avec la montée du multiculturalisme sur les plans politiques et intellectuels donnent un sens réel au préfixe néo, au-delà de la mode. L'ethnocentrisme, parfois raciste, souvent condescendant et presque toujours indifférent et ignorant des réalités japonaises, qui caractérisait la réception du premier japonisme est maintenant mise en question, au moins implicitement. L'identité des producteurs et des publics des œuvres néo-japonistes, devenues moins monolithiques, est alors potentiellement beaucoup plus réceptive à l'autre, ou même au dialogue avec l'autre, politiquement et esthétiquement. Cependant, comme je le montrerai dans les chapitres suivants, j'affirme que pour diverses raisons que j'expliquerai dans cette introduction, le dialogue ouvert et critique avec les premiers japonistes et avec les idéologies qui les imprégnaient n'a pas été suffisamment approfondi en France. Conséquemment, beaucoup de ces œuvres néo-japonistes contiennent très souvent des traces plus ou moins fortes des préjugés, clichés et généralisations qui les caractérisaient. En effet, celles-ci étaient au mieux idéalisatrices et réductrices des réalités des autres, exotiques et ou esthéticentristes. Ainsi, même quand elles sont apparemment nippophiles, beaucoup de ces œuvres néo-japonistes reflètent donc une idéologie ambiguë, abstraitement tolérante, mais qui tend concrètement à être fermée aux autres réels. 2. Japonisme S, les premières grandes vagues. Du japonisme, presque tout semble connu aujourd'hui, tout au moins dans certains domaines et de certains points de vue. Ainsi, il existe des œuvres sommes comme celle de Siegfried Wichmann, Japonisme, The Japanese Influence on Western Art since 1858, 1990 en anglais, 1980 en allemand, pas de traduction française, Klaus Berger,
Japonism in Western Painting from Whistler to Matisse, en anglais 1992, en allemand 1980, pas de traduction française, et des centaines d'apostrophes. Autres livres et articles. Études universitaires et ou introduction au catalogue des nombreuses expositions sur le sujet. La majorité remarquablement répertoriée par les Weisberg dans Japonisme, en Annotated Bibliographie publiée en 1990. Mais alors que le phénomène est supposé être au moins chronologiquement et quantitativement français, on constate déjà que la bibliographie en langue française d'une part est nettement inférieure en quantité, d'autre part aussi en qualité, dans la mesure où les perspectives critiques traditionnelles prévalent et où les critiques contemporaines, féministes, orientalistes, sont quasi inexistantes. Le japonisme était défini à l'origine comme une étude organisée de la société et de l'art japonais. Ainsi, dès l'ouverture forcée du Japon aux étrangers en 1854, les différents pays concernés envoient, officiellement et à titre privé, de nombreux représentants comme des diplomates bien sûr, mais aussi des missionnaires, ethnographes, artistes, commerçants, etc., pour étudier cette nouvelle conquête. Comme Saïd l'a montré dans Orientalisme, cet enthousiasme pour cette langue orientale ne résulte évidemment pas simplement de la passion désintéressée de quelques individus. Elle est aussi le résultat du soutien financier et institutionnel du gouvernement et des entreprises privées qui comprennent que, si l'on veut exploiter efficacement cette nouvelle conquête, il faut développer des outils qui permettent de la dominer, l'étude de la langue étant l'un de ces outils. Les différents pays conquérants créent alors aussi chez eux des cours puis des chaires de culture et ou de langue japonaise. Tel fut le cas de la France, où Léon de Rosny fut le premier professeur de japonais en 1863. Il fut aussi interprète de l'ambassade japonaise lors de son passage en France en 1862, organisateur et président du premier congrès international des orientalistes en 1873, chargé de la conférence sur les religions extrême-orientales à L', école pratique des hautes études dès la création de la section des sciences religieuses en 1886, donnant une première impulsion aux études sur la langue et la civilisation japonaise en France et suscitant des passions, au sens de vocation, mais aussi de polémiques parfois violentes. À partir de là, les études japonaises, aujourd'hui appelées japonologie, progresseront à des rythmes divers selon les pays. Par exemple, aux États-Unis, après un lent démarrage, rapidement, en France, plus lentement et surtout de manière plus limitée. Plus généralement, le japonisme peut se définir comme cet engouement pour les choses japonaises qui a eu lieu surtout en France dans la seconde moitié du XIXe siècle, et qui a eu un réel impact d'abord et principalement dans deux domaines artistiques, la grande peinture et les arts mineurs. Il est à noter aussi que cette influence était limitée, particulièrement, bien que pas exclusivement, à deux arts japonais. Le premier, qui est l'un des nombreux genres picturaux japonais, est appelé ukiyo-e. Celui-ci est en fait encore plus restreint, puisqu'il s'agit surtout des ukiyo-e de 3 ou 4 artistes, spécialement durant la première phase. Utamaro 1752 à 1806, Okuzai 1760 à 1849 et Hiroshige 1797 à 1858. 10. Le deuxième domaine d'influence venant du Japon est ce Q'. On appelle communément en France et en Occident les arts décoratifs, avec ses motifs, lignes sinueuses, matériaux, lacs, soie, formes, paravents, éventail, objets, kimono, service à thé, mais aussi avec le sens de la perfection de ces artisans japonais. Ces particularités japonaises auront un impact énorme tant dans les arts majeurs que dans les arts mineurs, ceux de la vie de tous les jours, bijoux, habillement, décoration intérieure, etc., bien que ces derniers soient moins connus du grand public aujourd'hui et surtout moins étudiés. Globalement, on perçoit donc ce phénomène comme essentiellement visuel. Son influence la plus évidente aujourd'hui s'est exercée sur des peintres aussi différents que Manet, Whistler et Van Gogh, et sur des artistes artisans comme l'américain Louis Comfort Tiffany et l'architecte belge de l'Art Nouveau, Victor Horta. En fait, le japonisme a eu un impact sur les plans économiques, matériels et culturels. Économiquement, il a créé ou contribué au développement et à la commercialisation de matières et de produits industriels jusque dans les classes moyennes. Il a permis la réintroduction de formes nouvelles, comme les paravents, les éventails, les kimonos, les céramiques, etc., qui ont participé à ce grand phénomène de mode fin de siècle qu'a été le japonisme.
Il a aussi introduit, ou parfois réintroduit et ou démarginalisé, des styles et techniques tels que l'asymétrie, l'irrégularité, le décoratisme, l'absence de perspective, les couleurs brillantes sur surface plate, l'usage rythmique de diverses formes, la profondeur représentée par une fragmentation systématique, l'espace vide, l'arrangement décentré, la lumière sans ombre, la diagonale comme ligne dominante, et bien d'autres. Ces styles et techniques ont tous ou en partie contribué à représenter le monde différemment. Contrairement aux premières formes d'orientalisme comme celui des pays arabes et ou musulmans et des chinoiseries des XVIIe et XVIIIe siècles, tous deux plus graduels et plus diffus, l'impact du japonisme est donc précis sur les plans techniques et stylistiques et plus concentré dans le temps. Cependant, le degré de cet impact sur l'Occident reste en fait un sujet controversé. Le japonisme a-t-il eu un rôle clé initiateur ou n'a-t-il fait que confirmer certaines tendances qui existaient déjà ? Certains critiques n'y ont d'abord vu que des japonais series. D'autres tendent à donner un rôle plus central au japonisme, dans le développement du modernisme. Ainsi après Schopenhauer, 1788 à 1860, ou Roger Marx, un ami des Goncourt, mort en 1900, Gabriel Weisberg parle-t-il dans les années 1970 d'une renaissance Est-Ouest. Un exemple contemporain du type de diffusion culturelle qui eut lieu pendant la Renaissance, quand l'enthousiasme des découvertes des classiques stimula imitation et vénération. D'autres encore, de plus en plus nombreux jusqu'à aujourd'hui, semblent être d'accord pour reconnaître que, avec d'autres facteurs très divers, économiques, sociaux, intellectuels et esthétiques, le japonisme fut un facilitateur et un révélateur capital, il est vrai, plus qu'une cause première, des changements artistiques et culturels. Dans cette perspective, on admet que la pensée et les arts, la mentalité des élites, en Europe, mais peut-être à l'époque plus précisément en France, étaient déjà en train de se modifier dans le sens que le japonisme confirmera. Ainsi dans un chapitre intitulé Japanese Art, Monet and the Formation of Impressionism, David Bromfield argue en faveur d'une influence déterminante de l'art japonais sur la redéfinition du projet occidental de la peinture, mais pas toujours de la manière dont les critiques comme Wishman l'ont fait en établissant des parallélismes formels et en utilisant une perspective empirique des plus étroites basée sur un rationalisme mécaniste ou une métaphysique irrationnelle. Ce n'est donc pas essentiellement la découverte de l'autre qui a permis de voir le monde différemment. En fait, comme il est maintenant communément admis, on peut rétrospectivement distinguer dans l'assimilation du premier japonisme 3 ou 4 phases qui s'étendirent de 1855 à 1905. La protophase, très limitée et diffuse, est faite essentiellement de références livresques reproduites à partir de quelques rares œuvres écrites par des gens de terrain comme les pères jésuites, comme celle de Louis Froid, qui publia autour de 1600, et puis pendant la fermeture du pays, de 1637 à 1853, comme Kempfer, 1651 à 1716, Siebold, 1736 à 1807, et Titsing, 1745 à 1812, qui ont habité à Nagasaki avec les Hollandais. Ensuite, la première phase du japonisme, de l'ouverture du pays par le Commodore Perry en 1853-1854, jusqu'en 1867, l'année de la première exposition universelle à Paris, fut sans doute limité à quelques centaines d'individus, esthètes et orientalistes, Baudelaire, Whistler, Goncourt, Rosny, etc. La deuxième phase de divulgation, de 1868 jusqu'au milieu des années 1880, où ont lieu une série d'événements divers, s'étendit progressivement à la classe bourgeoise française et parallèlement à d'autres pays que la France et la Grande-Bretagne, vers les États-Unis, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, etc. C'est pendant cette deuxième phase que des artistes comme Manet, voire le portrait de Zola 1868, Monet, voire la japonaise 1876, Degas et bien d'autres, vont aussi assimiler certaines techniques japonaises tandis que les japonaiseries, kimono par avant, sont à la mode. Enfin la troisième phase, de 1880 à 1904 à 1905, date de la victoire militaire japonaise, la race jaune sur la Russie, la race blanche, peut se diviser en deux tendances. L'une voit à la fois les artistes s'approprier un plus grand nombre de techniques, venant d'autres artistes japonais comme Sharaku par exemple, et intégrer plus personnellement et plus finement leur maîtrise du japonisme, Van Gogh, Le Sommer 1888, Gauguin, Lautrec et beaucoup d'autres, tandis que la mode s'essouffle. L'autre tendance voit le japonisme sortir du visuel stricto sensu pour s'étendre vers le théâtral,
même si dans un premier temps cette influence sur le théâtre est plutôt superficielle. Cependant, cette théâtralisation du japonisme est importante, car si le pictural tend à représenter un Japon purement esthétique, le théâtral prétend représenter le Japon et les Japonais. Or, au début, ces représentations sont ou bien des œuvres faites de stéréotypes romantiques, ou bien des satires moquant la mode japonisante, ou bien des critiques de la modernisation du pays. Cette deuxième orientation tend donc à représenter le Japon de manière moqueuse. Comme l'écrit J. Hendry dans Is This Reverse Orientalism, plus le Japon améliore sa position internationale, plus il est moqué. Dès lors, ces deux types d'interprétations théâtrales, l'une d'évasion vers l'exotique et l'autre persifleuse, peuvent être elles-mêmes interprétées comme un refus de voir les nouvelles réalités japonaises. En effet, le Japon lui aussi change et est vite en train de devenir un pays moderne, ce qui choque ou attriste la majorité des Occidentaux, les uns parce qu'ils regrettent le parc d'attractions exotiques qu'était le Japon à leurs yeux, les autres, qui sont parfois les mêmes que les premiers d'ailleurs, parce qu'ils commencent à sentir la concurrence des produits japonais, soit comme industriels ou commerçants, soit même comme consommateurs, fiers de ce que la France soit un grand inventeur, producteur, vendeur et exportateur. Comme Minet le souligne déjà en 1958, dans son étude sur la tradition japonaise dans les littératures britanniques et américaines, la scène a une tradition plus longue et plus populaire pour adapter l'étrange, l'exotique et le spectaculaire. Elle a donc un avantage sur le roman dans son adaptation du sujet japonais. C'est pourtant seulement après 1905 que, tant dans la prose que dans le théâtre, l'influence se fera aussi déterminante et aussi provocatrice qu'elle le fut en peinture. Durant ces trois phases, il y a donc une double mouvement envers le Japon, positif et négatif. D'une part, on trouve un approfondissement dans la compréhension d'au moins un aspect de la culture japonaise, l'aspect esthétique, qui va de l'exotisme à l'imitation-appropriation, puis à l'absorption-maîtrise. Cet aspect est complété par le phénomène de mode japonaise qui me semble avoir joué un rôle capital pour une compréhension plus holistique, anthropologique, de l'autre japonais. Ces deux tendances ont permis un questionnement des certitudes et identités raciales, culturelles, nationales, etc., que beaucoup rejetteront et que certains tenteront d'approfondir. Toutefois, et d'autre part, même ces tentatives d'approfondissement seront limitées surtout par le contexte peu favorable. De plus, même si indirectement cette peinture ou ces arts japonistes ont permis de connaître le Japon un peu mieux, ils n'ont jamais eu pour but direct et explicite de faire connaître l'autre à l'Europe. En fait, le japonisme, les produits artistiques japonais collectionnés et les arts occidentaux influencés par eux, qui a servi de réservoir d'idées, de techniques et de sensibilité aux artistes et à leurs audiences occidentales, aura aussi et souvent permis, d'une part, de se définir soi-même, comme occidental ou français, par opposition à l'autre japonais. Il permettra également de tenter de remaîtriser un monde et ses représentations, que les Européens semblaient perdre à nouveau à cause des multiples chocs dus à l'industrialisation, urbanisation, modernisation de leur propre environnement. Concomitamment, le japonisme avec le modernisme permettra d'essayer de redonner un sens à ce monde européen qui le perdait aussi à cause de ses rencontres avec les nombreuses autres cultures civilisations. Parce que celles-ci amenaient les Européens à relativiser sans cesse, d'une manière parfois difficilement supportable pour leur identité personnelle et ou collective, nationale, ces rencontres appelaient une redéfinition de soi où l'autre jouait son rôle de miroir. Ainsi, si l'un était X, moderne, supérieur, l'autre était X, antique du passé dépassé, religieux, esthétique, bref inférieur ou subordonné. En même temps, comme Elisa Evet l'a montré dans sa remarquable étude « The Critical Reception of Japanese Art in Late 19th Century Europe », le japonisme était aussi un primitivisme et un mode d'évasion, escapisme. Un vieux mythe, souvent renforcé par les récits biaisés des voyageurs mais nourri surtout par un désir d'évasion vers l'opposé de la civilisation occidentale avancée, complexe, perpétua une vision du Japon AIS comme peuple simple, innocent, primitif vivant dans une harmonie heureuse avec une nature douce et bienveillante. Et alors que cette image du Japon ne coïncidait pas du tout avec les informations couramment disponibles qui le montraient comme hautement civilisé et raffiné, et ce, selon les standards européens les plus critiques. 13. Il semble que les Européens voulaient croire en cette vision en dépit des preuves du contraire, XIV.
Son argument est d'autant plus convaincant que le groupe des critiques d'art dont elle parle n'était pas exclusivement fait de critiques d'avant-garde, progressistes, mais comprenait aussi des critiques conservateurs, artistiquement en faveur d'un art plus académique ou même plus populaire, et politiquement à droite. Ainsi, poursuit Evett, même si rien n'est impossible de postuler une connexion directe entre ce que les critiques voyaient et ce à quoi les artistes étaient sensibles dans l'art japonais, on peut supposer que ce que ces critiques voyaient dans cet art japoniste et la manière dont ils l'interprétaient sont à relier avec un large éventail de raisons qui expliquent la réception extraordinaire de cette influence artistique japonaise. Page X. Ce discours d'évasion se retrouve d'ailleurs dans toute la littérature de fin de siècle où abondent les récits de voyages de tout genre et qui, à de très rares exceptions près, ont un point commun, l'exotisme. On notera en plus que cette passion pour les ukiyo-e peut difficilement être interprétée de manière purement artistique. Ainsi, si l'on constate que la majorité presque absolue des vendeurs et des collectionneurs étaient des mâles et qu'une partie non négligeable de ces ukiyo-e étaient des shungas, c'est-à-dire des images érotiques, ou des représentations de femmes, on comprendra que le côté désintéressé présenté de manière exclusive dans les études formalistes est plus que discutable. Ce fait est d'autant plus important pour notre thèse que l'un des principes de l'orientalisme idéologique était de féminiser et ou d'érotiser l'autre oriental. Cette littérature d'évasion se retrouve d'ailleurs également chez des critiques d'art qui étaient aussi écrivains, et paradoxalement, même quand ceux-ci n'avaient que très peu voyagé et n'écrivaient que des récits de chambre. Ainsi, dans son étude de À rebours de J.K. Huysmans, Pamela Genova écrit: dans un monde décadent où l'unité semblait constamment menacée par les divisions de la société, du sens et de l'art, Huysmans, comme son héros, se concentre paradoxalement sur cette même fracture pour s'efforcer de trouver l'harmonie manquante, la plénitude perdue, la véracité et l'authenticité. En se concentrant sur la fragmentation, sur le détail et sur les principes du japonisme, sur des éléments apparemment secondaires de décoration, Huysmans s'efforce de transcender les dualismes trompeurs de l'être, pour aller au-delà de la dialectique vers un monde où les opposés non seulement s'attirent mais s'unissent, comme le texte et l'image, dans un univers synesthétique de puissance et de signification esthétique. Avec l'exemple de Huysmans, on voit aussi que si le japonisme est clairement d'abord un phénomène artistique visuel, il est aussi pourtant notable, bien que plus tardif, plus limité dans un premier temps et moins étudié par son influence dans d'autres domaines. Ainsi y eut-il un japonisme en architecture, F.L. Wright bien sûr, et en musique, Debussy et Puccini. Mais c'est sans doute en littérature que l'influence de ce premier japonisme reste la moins connue et la moins étudiée, en dépit de l'œuvre pionnière de William Schwartz publiée en 1927, en anglais, à Paris, The Imaginative Interpretation of the Far East in Modern French Literature. Il faudra ensuite attendre ces 2 ou 3 dernières décennies pour voir des études sérieuses publiées sur le premier japonisme en littérature. Ainsi, en 1981, Elwood Hartman publia-t-il Japonism and 19th Century French Literature, dans lequel, après avoir résumé de manière très concise ce que l'on savait du japonisme à son époque, il donne un tableau bref mais déjà intéressant du japonisme littéraire chez des auteurs assez radicalement différents comme Mallarmé, Zola, les Goncourt et d'autres écrivains aujourd'hui considérés comme mineurs, mais à l'époque très lus et très influents comme Pierre Loti. Les transferts du visuel à l'écrit et réciproquement ont sans doute toujours existé, mais au XIXe siècle, ils ont aussi été facilités par les nouvelles théories de l'art total comme le wagnérisme et la synesthésie de Baudelaire. L'accueil de l'art japonais a aussi été facilité par d'autres facteurs, comme l'ambiance expérimentale, dans les formes et les idées, du romantisme aux premières avant-gardes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Toutefois, cette influence japoniste en littérature est également moins évidente, plus vague, car comme Minet l'écrit dans son étude sur la tradition japonaise dans les littératures britanniques et américaines, en transférant leur intérêt pour l'art japonais vers la littérature, les écrivains affrontaient des problèmes qui ne pouvaient être résolus par des méthodes picturales. La quasi-totalité de ces écrivains ne pouvaient en effet pas comprendre oralement ou par écrit le japonais. Cette influence était toujours picturale, indirectement à travers les interprétations-adaptations des peintres et ou des critiques japonistes, et directement à travers les objets japonais.
C'est seulement après 1905 que l'on voit des écrivains et critiques comprenant la langue parlée et écrire à propos des Japonais. L'ouverture au Japon est donc d'une part presque toujours déterminée par la culture visuelle, et d'autre part limitée par l'impossibilité d'entamer un vrai dialogue avec les Japonais. Sur un plan plus général, l'ouverture de l'Occident à l'autre japonais se fait dans le cadre de la colonisation. Cependant, cette dernière s'est faite dans un cadre souvent oublié aujourd'hui, ou au moins nettement atténué par la mémoire, ou minimisé par les idéologies officielles, où les autres étaient menacés et n'étaient pas menaçants physiquement parlant. En outre, on prenait chez l'autre ce que l'on voulait, quand on voulait, comme on voulait, physiquement, vol et pillage, en plus des viols, des diverses formes d'esclavage et de meurtres, réguliers, officiels et privés, et mentalement. De plus, ces appropriations mentales se faisaient dans un cadre raciste. Dans les 2 dernières décennies, en anglais et dans une moindre mesure en français, un certain nombre d'études ont été publiées sur cet aspect négligé du japonisme. Même si certaines l'ont été dans le cadre des Cultural Post-Colonial Studies parfois trop systématiquement négatives et revanchardes, beaucoup s'accordent aujourd'hui pour insister sur le déséquilibre énorme, au moins symbolique, entre les pouvoirs blancs et les autres. Ainsi l'opinion du scientifique Roni sur le japonisme comme mouvement artistique est déjà une critique de ses limitations. La revue orientale et américaine, dirigée par Roni, publiera de nombreux comptes-rendus critiques à l'égard des récits de voyage ou des observations de diplomates, attaquera à plusieurs reprises, la revue des 2 mondes et condamnera l'intérêt croissant, mais jugé superficiel des amateurs d'art pour le Japon. Le mot aux amateurs de japonaiserie de Roni à l'occasion de la parution de Hokusai des frères Goncourt. Roni, 1901 sur 287-92, indique le peu d'estime que lui, japoniste ou japonologue, pouvait avoir pour les japonisants qui ne voulaient pas faire l'effort d'apprendre le japonais et qui pensaient pouvoir, à partir d'un événement de la culture japonaise, comprendre le génie propre à ce pays. Le problème est que, comme l'anthropologie critique l'a montré depuis 20 ans, l'anthropologie scientifique au XIXe et certainement jusqu'au début du XXe siècle est elle-même au mieux paternaliste, mais le plus souvent raciste. C'est ce qu'un numéro spécial de la revue française, l'Ethnographie, consacré à l'abord de l'altérité japonaise en France, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, montre clairement. Ainsi Gérard Ciary, dans le discours ethnographique sur le Japon en France dans la seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle, présente-t-il une image assez clairement raciste des discours français sur les Japonais. Après avoir introduit l'œuvre de Georges Bousquet comme ayant été la référence française, page 77, en ethnographie japonaise, Ciary écrit: constatant l'éveil de l'Asie sous l'influence occidentale, Bousquet redoute que les barbares asiatiques retournent contre l'Occident les armes que celui-ci lui a fournies sans contrepartie morale et qu'un nouveau flot mongol n'envahisse l'Europe. Le péril jaune avant la lettre. Le reste des articles de ce numéro de l'ethnographie permettrait de multiplier les exemples racistes, parfois en dépit des bonnes intentions. D'aucuns pourraient être tentés de contrecarrer cette perspective par des exemples plus positifs, comme celui de Roni. Toutefois, s'il est vrai que Roni a effectivement contribué aux études japonaises en France, particulièrement sur le plan institutionnel, comme le montre Luc Chailleux dans Léon Roni et la connaissance du Japon en France, élément d'une archéologie du savoir japonologique français, il faut aussi se rappeler que d'abord il n'a jamais mis les pieds au Japon, ensuite il s'intéressait très peu au Japon contemporain. Enfin, il n'a pas eu de disciple et son nom N' a même pas été mentionné lors du congrès du centenaire de juillet 1973, page 104. De plus, ces attitudes négatives existaient aussi dans les autres pays occidentaux, corroborant, en dépit des antagonismes nationaux, l'idée de la supériorité blanche. Ainsi, comme Toshio Yokoyama le montre dans Japan in the Victorian Mind, A Study of Stereotyped Image of a Nation, 1850 à 80, 1987, en Angleterre même, le pays qui aurait dû être le plus au courant de ce qui se passait au Japon, étant donné l'importance de ses relations nippones, les stéréotypes et les fausses représentations intéressées abondaient partout. Enfin, comme nous allons le voir, cette mentalité fermée à l'autre qui change a persisté dans les japonismes, comme passion d'amateur et ou de professionnel, et dans l'étude de ces japonismes bien au-delà des 3 premières phases de progressive assimilation.
Ainsi y a-t-il une extraordinaire recrudescence des études sur Peloty dans les 10 dernières années. Bien que la plupart de ces essais soient vraiment intéressants par la remise en question d'un rejet trop hâtif de l'homme et de son œuvre en bloc, et aussi par le questionnement d'une application trop mécanique de lecture idéologique simpliste, non contextuelle, beaucoup participent aussi, consciemment ou pas, d'un révisionnisme réactionnaire qui n'est pas sans inquiéter tous les critiques progressistes multiculturalistes qui cherchent à amplifier et à approfondir les moyens de comprendre l'altérité et de dialoguer avec les autres. 3. Post-japonisme, après 1905. La description du japonisme s'arrête le plus souvent vers 1905. L'influence japonaise continue cependant à se faire sentir au-delà, même si elle est alors beaucoup moins un phénomène social, une mode, qu'un phénomène intellectuel et ou artistique. Cette période pourrait constituer une 4e phase du japonisme. Toutefois, il y a assez de différences avec la période précédente pour appeler cette nouvelle phase post-japonisme. Celui-ci s'étend de 1905, qui est, comme nous l'avons vu, l'année de la victoire jaune sur un pouvoir blanc, mais qui est aussi l'année de la première de Madama Butterfly de Puccini à la Scala, jusqu'aux années 1930, période où les tensions qui conduiront à la Seconde Guerre mondiale se font sentir de plus en plus. Notons d'abord que la Première Guerre mondiale ne constitue pas une rupture dans les relations entre les deux mondes, occidental et japonais. Cela est d'abord dû au fait que le Japon est aux côtés des Alliés contre l'Allemagne, et ensuite au fait qu'il amplifie encore son influence tant en Asie par ses colonies, Corée, Taïwan, Chine, qu'en Europe par ses exportations qui continuent à se répandre de diverses manières, des produits de consommation courante aux études japonologiques en passant par les influences sur les œuvres artistiques. Cette influence est alors devenue plus littéraire, d'une part parce que l'art primitif a dès 1905 remplacé le japonisme en peinture, et d'autre part parce que de plus en plus de traductions du japonais commencent à apparaître dans les langues occidentales. Cependant, l'une des raisons de cet accroissement d'intérêt pour la littérature japonaise se trouve dans le soutien de plus en plus appuyé des institutions officielles qui commencent à se méfier de ce challenger. Comme le montre Saïd, les études orientalistes étaient l'un des moyens utilisés par les pouvoirs discours impérialistes pour essayer de contrôler l'autre, et très peu d'artistes étaient conscients de ce cadre impérialiste. En fait, sur le plan symbolique, le Japon, les Japonais sont toujours des subordonnés, voire des inférieurs. On sait aujourd'hui que la distinction entre les collections artistiques et les collections ethnologiques était due surtout aux théories évolutionnistes comme celle de Spencer. L'artisanat comme l'ethnographie c'était le sauvage et l'art pour le civilisé. D'où le choc créé dans le monde artistique quand il accueillit l'artisanat de sociétés dites primitives dans l'art occidental pour donner le primitivisme. Or, comme le montre Kayoshida dans son article Image of Other Culture in Museums, encore en 1910, les arts japonais se retrouvaient tout aussi bien dans les sections ethnologiques de certains musées que dans les collections d'art. Un autre document qui illustre cette idéologie raciste et ou orientaliste, c'est le rejet de la proposition d'une déclaration de l'égalité des races faite par les délégués japonais à la Conférence de la paix de Paris. Dans le contexte impérialiste et raciste que je décris dans cette introduction, il n'est pas surprenant de voir que cette proposition a peu fait l'objet d'analyse en Occident jusqu'à tout récemment. Il revient au professeur Naoko Shimazu, japonaise travaillant en Angleterre, d'en avoir publié la première étude systématique en 1998, intitulée Japan Race and Equality, The Racial Equality Proposal of 1919. En dépit du fait que, comme Shimazu le montre, l'interprétation de cet événement est un problème extrêmement complexe, il n'en reste pas moins qu'ouvertement les puissances occidentales ont refusé de reconnaître l'égalité des races. Elle ajoute: pourquoi l'égalité raciale devrait-elle être acceptée et encouragée dans un monde impérialiste européen, quand les empires multiraciaux, qui s'étendaient littéralement à travers tout le monde, étaient gouvernés par la race blanche dominante? Il était certainement logique d'avoir un point de vue selon lequel il n'était pas de l'intérêt de ces pouvoirs impériaux d'avoir une égalité de toutes les races. Cette période voit aussi un grand nombre d'artistes et d'intellectuels japonais en séjour en France et en Europe. Ceux-ci, par leur contact direct avec certains Européens, contribuent sans doute à l'ouverture toujours lente de l'Europe à l'autre japonais.
Dès son ouverture à l'Occident en 1868, le Japon envoya en effet de très nombreux étudiants en Europe et aux États-Unis pour en apprendre les techniques dans tous les domaines, agriculture, ingénierie, droit, etc. Les penseurs, écrivains et artistes japonais eux aussi furent nombreux à se joindre à cette ferveur d'apprendre de l'autre, qu'ils fussent envoyés par le gouvernement ou qu'ils y allassent à titre privé. Mais ces contacts créeront surtout un second déficit, culturel et symbolique, en plus du déficit à l'époque déjà croissant dans les domaines économiques. Car très peu d'étudiants occidentaux iront au Japon pour apprendre et communiquer avec les Japonais. 2 exemples parmi de nombreux autres montreront l'importance, même si elle est relative, de ce phénomène. Le premier est le cas du penseur Shūsōkuki, qui passa plusieurs années en France et en Allemagne pour étudier la philosophie européenne continentale. Certaines études récentes, comme par exemple Shūsōkuki and Jean-Paul Sartre, Influence and Counter-Influence in the Early History of Existential Phenomenology de Stephen Light, ont montré que ce penseur avait eu une certaine influence sur la pensée européenne. Cependant, on ne peut s'empêcher de penser qu'elle fut extrêmement limitée car comment même un Sartre aurait-il pu s'intéresser sérieusement au Japon? De plus, il aura fallu attendre 1990 pour voir cette influence sur un Heidegger reconnu et étudié, si petite qu'elle fût. Le deuxième exemple est celui du peintre Tsuguharu Fujita. Né en 1888, il arrive à Paris en 1913 pour y rester jusqu'en 1938. Après un retour au Japon, il revient en France en 1950 pour se convertir au catholicisme en 1957 et mourir à Zurich en 1968. Il fréquentera les plus grands artistes, écrivains et intellectuels de cet entre-deux-guerres comme Picasso, Matisse Modigliani, Claudel et bien d'autres. Cependant, une fois encore, il faudra attendre 1987 pour voir la première étude systématique sur cet artiste et son œuvre. Et pourtant, comme le montre cette étude, et son œuvre et son influence sont loin d'être négligeables. De plus, jusqu'à très récemment, presque toute la production artistique japonaise du XXe siècle était quasi inconnue en Occident. Tant la tendance néo-traditionnaliste, appelée Nihonga, qui tenta de continuer les traditions picturales japonaises en intégrant certaines techniques occidentales, que les avant-gardes japonaises. Pour cette dernière, comme Shigemi Inaga le montre dans The Impossible Avant-Garde in Japan. Autrement dit, il est logiquement impossible de trouver une position avant-gardiste authentique dans la culture du tiers-monde. Qu'est-ce qui causait cette ambiguïté? La notion de l'avant-garde même est basée sur une perspective eurocentrique. Ce n'est pas par accident que l'avant-garde est apparue pendant la période coloniale. L'appropriation de l'autre par l'Europe occidentale, espérant dès lors régénérer ses propres traditions, atteint à ce point sa manifestation ultime, et apporte avec elle une inévitable crise d'identité à l'intérieur de l'Europe même. Ce qui est considéré comme traditionnel dans le contexte non occidental, devient avant-garde quand il est intégré au contexte occidental. Mais cette transplantation est une dépossession à sens unique. Pour une culture non occidentale, ceci représente une double aliénation. La culture non occidentale donne un alibi à l'avant-garde occidentale, et en faisant cela, l'avant-garde non occidentale est déracinée, et n'est capable de se baser sur sa propre culture qu'à travers une référence à l'avant-garde occidentale. En outre, à cause de ce côté indirect, ce mouvement non occidental devient une arrière-garde orientale. On notera que, malgré le fait que l'impact du milieu artistique parisien sur Fujita ait été plus important que l'inverse, en peinture, on peut encore voir le rôle d'une œuvre japonaise sur le milieu occidental, ici parisien, alors qu'en philosophie cela reste impensable, littéralement, et même si les raisons linguistiques sont importantes, elles sont insuffisantes pour l'expliquer. Ainsi aucun effort n'était fait pour traduire la pensée contemporaine japonaise, alors que d'immenses efforts avaient été et continuaient à être investis dans la traduction de textes antiques, religieux et ou philosophiques de diverses langues orientales, dont l'influence sera parfois fondamentale sur la pensée occidentale. En philosophie, qu'on entende ce mot au sens universitaire ou au sens populaire. Penser, l'autre est pensable, comme l'a montré Saïd, comme grande culture à condition qu'elle soit passée. Après 1905, la littérature, elle, se situe dans une position intermédiaire, entre peinture et philosophie. En effet,
Après 1905, lors d'une deuxième grande vague japoniste en littérature, de nombreux écrivains occidentaux, d'abord de langue anglaise comme les imagistes Ezra Pound, Amy Lowell, T.S. Eliot et d'autres, mais aussi en langue française comme Pécuchet, introducteur du haïku en France en 1905, Proust et Claudel, seront influencés par le Japon artistique et littéraire. Les dramaturges japonisants ou orientalisants ont tous fait l'objet de recherches et de publications, Artaud, Claudel, etc., bien que toujours d'un point de vue européocentriste. Pour les poètes et surtout les romanciers, c'est tout récemment seulement que des articles et des livres entiers intégrant au moins une perspective critique orientaliste, minimum, sont sortis de presse. Pendant la seconde phase du post-japonisme, c. 1918-c. 1930, il y a certainement un approfondissement dans la compréhension de l'autre japonais sur les divers plans, que l'on pourrait établir de manière décroissante, du linguistique au littéraire, puis à l'anthropologique et au sociopolitique. Non seulement de plus en plus de traductions de textes japonais dans les langues européennes apparaissent, mais en outre certaines deviennent influentes. La plus célèbre d'entre elles est certainement la traduction du Genji Monogatari, par Arthur Wallet. Ainsi en France, Kiku Yamata traduira en français du japonais, mais avec l'aide reconnue et sans doute capitale du texte anglais de Wallet, au moins une partie du Genji. Métis, de mère française et de père japonais, Yamata traduira aussi d'autres œuvres japonaises et jouera le rôle de passeuse entre les deux cultures, même si c'est comme je tenterai de le montrer dans le chapitre que je lui consacre ci-après, souvent pour renforcer des vues orientalistes du Japon que les publics français et japonais désiraient. D'autres écrivains, certains des plus importants, seront très influencés par ces traductions. En France, même si son œuvre reste ambiguë, particulièrement à cause de son catholicisme militant, Claudel est certainement le meilleur représentant de ses essais de connaissance dans son œuvre théâtrale, poétique et intellectuelle. Puisque cette période n'est pas le propos direct de ce livre, je renvoie aux nombreuses études remarquables, bien que ne contenant pas de perspectives postcolonialistes, qui ont été publiées sur ce sujet dans les dernières décennies. Ces traductions auront aussi une influence directe sur les littératures d'autres pays, en Allemagne, sur Rilke, puis sur Brecht par exemple, et même en Espagne, en dépit de sa fermeture après la Génération del 1898 avec El Jardín de Crisantemos de Juan José Pérez Ormazábal en 1926, et au Portugal avec Cartas do Japão, c. 1905-c. 1920 de Wencello de Moraes. Cependant, comme le montre John Walter de Gruchy dans sa thèse de doctorat, Orientin Arthur Wallet, Japonism, Orientalism and the Creation of Japanese Literature in English, 1999, le Japon walléen et des années d'après la Première Guerre mondiale est toujours esthétique, sinon esthéticentrique. Les traductions du japonais de Wallet étaient en réalité des œuvres des années 20, et ce même si le dernier volume du Genji n'a été publié qu'en 1933, car l'image d'après-guerre du Japon était généralement positive et le climat était favorable à la réception de la culture japonaise. 195. Il ajoute quelques lignes après, l'enthousiasme pour un Japon esthétisé cependant tirait sur sa fin. Une autre guerre sino-japonaise avait commencé, et l'image du Japon comme suprême nation esthétique s'évanouissait. Une cinquième phase s'ouvre alors dans les relations nippo-occidentales après 1930, où les tensions qui vont mener à la Seconde Guerre mondiale se font très vite cruellement sentir. Le Japon se militarise et se rapproche d'un système fasciste, qui produira des réactions diverses mais toujours ambiguës en Occident. Ainsi y a-t-il la réaction extrêmement négative de Harold Acton, écrivain, esthète et ex-japonophile, qui écrivit « Toute la littérature japonaise depuis le Genji ne transcendait pas la duplicité à peine voilée du sauvage. En dépit de leur revêtement de laque chinoise et de vernis occidental, on concluait que les Japs, Sikhs, étaient un type primitif de l'humanité, 201. D'autres, comme Ezra Pound, prendront parti pour le Japon fasciste. En France, on verra la même diversité de réactions, avec une majorité de déçus comme H. Michaud dans Un barbare en Asie 1933, première édition, une minorité d'esthéticentristes persistants comme Marguerite Yourcenar dans une œuvre mineure, pourtant intéressante, intitulée Les Nouvelles Orientales, 1937, première édition, et quelques pro-fascistes, souvent inconnus et oubliés aujourd'hui. On comprend donc maintenant pourquoi, en dépit des témoignages japonophiles et des nombreuses études de ces deux premières époques,
japoniste et post-japoniste, qui semble quasi exhaustive aujourd'hui, je mentionnais mon insatisfaction au début de mon introduction. Au-delà de la perspective esthéticentriste et de la déception devant les réalités moins belles du Japon ordinaire, économique, etc., ou extraordinaire, guerrier, etc., qui l'accompagnent presque toujours, le japonisme se caractérise par 3 facteurs. Il a été jusqu'à tout récemment égocentrique, centré sur la notion d'auteur et d'œuvre, et ou esthéticentrique, non seulement presque essentiellement centré sur l'art mais de plus sur les arts traditionnels, le plus souvent sur un mouvement et sur des généralités anhistoriques, et ethnocentriques. Ainsi on s'aperçoit qu'avant de porter un jugement définitif sur des œuvres artistiques japonistes qui, rappelons-le, n'existent qu'une fois qu'elles sont reçues, il reste un immense travail de documentation et d'interprétation critique à faire qui vient seulement de commencer, surtout en France. Or mon argument est ici que ces études critiques et l'atmosphère de questionnement venant à manquer, les artistes français et européens produisant des œuvres japonistes et leurs audiences ne pouvaient sortir des idées reçues sur le Japon que très rarement et très étroitement par une fenêtre exotique ou esthétisante. Et cette situation acritique a duré jusqu'à tout récemment. D'abord, la majorité des recherches japonistes se sont concentrées sur le domaine esthétique, l'art et plus récemment depuis Hartmann 1981, la littérature. Les conclusions de ces critiques sont plutôt positives. En art, il est vrai que les interprétations artistiques, intellectuelles critiques ou pratiques, par les artistes eux-mêmes, ont entraîné une plus grande appréciation de l'art étranger et très indirectement, bien qu'assez faiblement, de la culture étrangère et plus exceptionnellement encore, de ses citoyens. Mais même cette appréciation est à relativiser car l'autonomisation de l'art, typique de la seconde moitié du XIXe siècle, a aussi signifié sa marginalisation et sa perte d'influence, en particulier pour la peinture. Quel était donc l'impact de l'art et des critiques d'art, particulièrement à l'heure où l'art était séparé entre l'art pour l'art, ou art d'avant-garde, limité à une toute petite élite, et l'art commercialisé, c'est-à-dire un art qui au mieux était exotique quand il traitait de l'autre. Il ne faudrait pas oublier que les œuvres populaires de la deuxième partie du XIXe siècle étaient celles des Gérôme et des Loti et pas celles des Manet et des Régamey. En admettant même que les œuvres japonistes intelligentes aient été résolument anti-orientalistes et aient contribué à une meilleure compréhension de l'autre Japon AIS, c'est rétrospectivement à partir d'une histoire de l'art qui au XXe siècle a favorisé l'avant-garde que l'on a l'impression que ces œuvres contestataires, y compris dans leur dialogue avec l'autre, étaient au centre des débats de société. Ensuite, si la réflexion anthropologique d'aujourd'hui montre que, en dépit des stéréotypes racistes qui ne manquaient pas dans l'ethnographie de l'époque, il existait quelques œuvres plus critiques, il faudrait encore savoir qui lisait ces œuvres scientifiques déconstructives. Avaient-elles une influence sur les artistes ou les critiques de l'époque ? Enfin, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.